Pensez un instant à ce que vous feriez si, au moment le plus heureux de votre vie, lorsque vous donnez naissance à 3 bébés magnifiques et en parfaite santé, vous étiez traité comme une traîtresse, comme si vous aviez commis un crime, simplement à cause de la couleur de peau de vos enfants. C'est l'histoire vraie et bouleversante d'une femme qui a été humiliée, rejetée et chassée de chez elle après avoir donné naissance à des triplés noirs, alors qu'elle est blanche, tout comme son mari. Ce que personne ne savait, c'est que, 10 ans plus tard, quelque chose d'absolument inimaginable allait se produire. Une révélation si profonde qu'elle allait bouleverser la vie de tous à jamais. Elena a toujours cru que la vie était faite de petites victoires, et trouver Seayo était la plus grande d'entre elles. Dès leur première rencontre, ils ont ressenti une connexion inexplicable, comme si quelque chose de plus grand les unissait. Blanche, aux traits doux et au regard accueillant, elle tomba amoureuse de la manière calme et douce de Seayo, également blanc, qui travaillait comme technicien du son dans une école publique. Ils rêvaient tous les deux d'une grande famille, et quand Elena a découvert qu'elle était enceinte, leur monde s'est illuminé. Mais la surprise est venue dès la première échographie. 3 cœurs battaient en elle. L'émotion les a tous deux saisis, et toute la famille s'est mobilisée pour préparer la maison à l'arrivée des triplés. Tout au long de sa grossesse, Elena a été suivie par les médecins avec une attention particulière, car une grossesse multiple nécessite des soins supplémentaires. Même avec l'inconfort et les nuits blanches, elle ne s'est pas plainte. L'amour qu'elle ressentait pour ses enfants grandissait à chaque mouvement de son ventre, et Seayo était présent et excité, malgré sa routine de travail chargée. Le jour prévu pour la césarienne, Elena ressentait une nervosité mêlée de pur bonheur. La maternité était prête, l'équipe médicale était préparée et Seayo attendait dans la salle d'attente, le cœur battant. Lorsqu'il entendit le premier cri traverser les murs, il sentit les larmes lui monter aux yeux, certain que sa vie allait changer à jamais. Cependant, à l'intérieur de la salle d'accouchement, l'atmosphère de fête a été remplacée par une vague de silence gênant. À la naissance, les 3 bébés avaient une peau beaucoup plus foncée que celle de leurs parents. Ils étaient clairement noirs, avec des cheveux bouclés et des traits qui contrastaient avec ceux d'Elena. L'équipe médicale, habituée aux surprises, a eu du mal à garder son sang-froid. Elena, encore sous l'effet de l'anesthésie, remarqua quelque chose de différent dans les regards qui l'entouraient, mais elle fut envahie par une émotion qui couvrait tout bruit extérieur. Lorsqu'elle fut finalement emmenée dans la chambre, avec les bébés à ses côtés, son cœur débordait d'amour. Elle ne savait pas qu'à l'extérieur, le monde qu'elle connaissait commençait à s'effondrer. Lorsque Seayo entra dans la pièce et vit ses enfants pour la première fois, il se figea. Son expression changea radicalement et l'éclat de ses yeux céda la place à une confusion silencieuse. Les 3 bébés, si différents de lui, le laissaient stupéfait. Au lieu d'être ému, il s'éloigna avec un air étonné et méfiant, comme s'il avait vu une erreur qu'il ne pouvait pas expliquer. L'arrivée de la mère de Seayo dans la pièce intensifia encore plus la tension. Elle, connue pour sa rigidité et ses opinions tranchées, n'a pas pu contenir son choc. L'atmosphère était remplie de jugement et de rejet, tandis qu'Elena, encore fragile, essayait de comprendre ce qui se passait. Tout ce qu'elle voulait, c'était présenter ses enfants au monde, mais au lieu de câlins, elle a reçu des silences perçants. La présence des 3 nouveau-nés n'a pas suffi à attendrir les cœurs qui les entouraient. La peur, les préjugés et l'ignorance ont occupé tous les espaces où il devrait y avoir de l'amour. L'espoir d'une famille heureuse s'est effondré sous les yeux d'Elena, sans qu'elle connaisse la raison de ce jugement. Dans les heures qui suivirent, Elena se retrouva seule à l'hôpital. Les visites qui avaient été planifiées avec tant de soin n'ont jamais eu lieu. Ni Seayo, ni ses proches, ni messages, ni fleurs. Seul le bruit des moniteurs et les pleurs des bébés remplissaient la pièce vide. Chaque minute semblait être une éternité d'abandon. À sa sortie, il a dû partir avec ses 3 enfants dans les bras, sans voiture, sans main secourable, juste avec un sac à dos et son instinct de survie. L'employé de l'hôpital la regarda avec pitié, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Elle a pris un bus pour se rendre chez un cousin éloigné, qui a accepté de l'héberger quelques jours, sans trop poser de questions. Cette nuit-là, allongée sur un mince matelas posé au sol, entre les 3 berceaux improvisés, Hélène pleura comme jamais auparavant. L'amour qu'elle ressentait pour ses enfants était la seule chose qui la maintenait en vie, même lorsque tout semblait s'effondrer. Et, au fond d'elle-même, elle commença à comprendre que la bataille qui commençait serait bien plus grande que ce qu'elle avait jamais imaginé affronter. La nouvelle routine d'Elena était silencieuse et dure. Les journées commençaient tôt et se terminaient tard, avec des biberons, des couches et des pleurs entrecoupés de moments d'épuisement absolu. La maison du cousin, bien qu'accueillante, était petite et exiguë pour 4 personnes.
Chaque coin était improvisé et chaque geste était une tentative de maintenir la dignité au milieu du chaos. Même face à la misère émotionnelle et physique, elle n'a jamais pensé à abandonner. Il y avait une force qui émergeait à chaque fois qu'il regardait ses enfants endormis. La paix sur ses petits visages compensait le vide laissé par le rejet. Elena nourrissait encore un faible espoir que Seayo reviendrait, mais les jours s'accumulaient sans aucun signe de lui. Au fil du temps, les appels ont cessé et les messages, qui n'ont jamais reçu de réponse, ont été supprimés. Elena a commencé à comprendre que, pour survivre, elle devait accepter l'abandon et construire elle-même un nouveau chemin. Chaque pas était guidé par l'amour maternel, même si son cœur était encore en morceaux. Les préjugés dans la rue étaient un ennemi constant. Partout où il allait, il sentait les regards, entendait les murmures et ressentait les jugements silencieux. C'était comme si tout le monde la blâmait pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas, comme si son existence était un scandale ambulant. La couleur de ses enfants a fait d'elle la cible d'accusations muettes. Au marché, sur les places, à l'arrêt de bus, il y avait toujours quelqu'un prêt à regarder ou à commenter tranquillement. Elle a dû tromper son mari, était la phrase cachée dans leurs yeux. Elena gardait le visage levé, mais à l'intérieur, elle était pleine de blessures qui ne guérissaient pas. La solitude était sa seule fidèle compagne. Malgré cela, il n'a jamais cessé de sourire à ses enfants. Il créait des berceuses, racontait des histoires inventées et transformait chaque instant en un petit rituel d'amour. Il savait que le monde extérieur était cruel, mais à l'intérieur de sa maison, il voulait construire un refuge où ses enfants grandiraient aimés, protégés et fiers de qui ils étaient. Pour subvenir aux besoins de ses triplés, Elena a commencé à accepter tout type d'emploi qui se présentait à elle. Elle lavait le linge des voisins, préparait des gâteaux sur commande, nettoyait les maisons. Son corps était épuisé, mais son âme restait debout. Chaque centime était compté, chaque repas était soigneusement planifié, en pensant toujours à la manière de garantir un avenir meilleur aux enfants. Les difficultés n'ont pas enlevé sa tendresse. Elle célébrait chaque réussite, aussi petite soit-elle. Un paquet de couches acheté de ses propres mains était un motif de joie. Lorsque les triplés ont fait leur premier pas, elle n'a pas pleuré de tristesse, mais de gratitude d'être là, forte, même si elle avait été laissée derrière. Le temps a passé et avec lui, Elena a changé. D'une femme fragile, elle est devenue une mère forte, résiliente, capable d'affronter le monde. Elle savait que la douleur qu'elle portait n'était pas juste, mais elle savait aussi que permettre à cette douleur de la détruire serait comme donner raison à la personne qui l'avait abandonnée. Et elle ne permettrait jamais cela. Les trois garçons ont grandi avec leur propre lumière. Ils avaient la peau foncée et les cheveux bouclés, mais l'éclat dans leurs yeux était le même que celui de leur mère. Ils étaient proches, affectueux, curieux et attiraient toujours l'attention partout où ils allaient. Mais au lieu de la fierté, les gens ont quand même réagi avec étrangeté. C'était comme si leur existence était un affront à une logique invisible. À l'école, Elena a commencé à entendre des rapports de moqueries et de questions cruelles. Les enfants répétaient des phrases qu'ils entendaient à la maison, et les garçons arrivaient tristes, confus, demandant pourquoi ils étaient différents. Elena a répondu par des câlins, essayant de faire en sorte que l'amour comble les vides laissés par les doutes. Même sans tout comprendre, elle savait qu'un jour la vérité éclaterait. Quelque chose en elle lui disait que la douleur qu'elle ressentait n'était pas vaine, qu'il y avait une explication plus grande à tout cela. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, elle continuerait à aimer, à protéger et à croire. Parce qu'être mère, pour Elena, c'était résister au monde si nécessaire. Par un après-midi d'été étouffant, Elena a emmené ses enfants au centre de santé pour un examen de routine. La salle d'attente était pleine, mais un nouveau médecin a remplacé l'ancien professionnel qui s'occupait des garçons. Elle s'appelait Rebecca, une femme au regard doux et à l'écoute attentive. Dès le premier instant, il a montré un réel intérêt pour l'histoire familiale. Lors de la consultation, Rebecca a été surprise par la similitude physique entre les triplés et l'affection évidente pour leur mère. Lorsqu'il a lu le dossier et s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune information paternelle, il a senti qu'il y avait quelque chose de non dit. Petit à petit, Elena a révélé ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. Les mots sortirent de manière saccadée, comme s'ils lui faisaient encore mal à chaque coin de la gorge. Rebecca écoutait tout en silence et avec une expression calme, expliquait que certaines conditions génétiques pouvaient expliquer cette différence phénotypique. Il a parlé de gènes récessifs, d'ascendance lointaine et de la possibilité réelle que les deux parents soient biologiquement liés aux enfants. Pour la première fois, Elena entendit une explication qui avait du sens. L'idée d'un test génétique a profondément affecté Elena. Pendant des années, elle avait enterré tout espoir de revisiter le passé.
Mais cette possibilité a rouvert une porte dont elle ne savait même pas qu'elle existait encore. Rebecca a proposé un test simple, qui pourrait clairement prouver la lignée des garçons et éventuellement leur compatibilité avec leur père. Dans les jours suivants, Elena a rassemblé des documents et autorisé la collecte de matériel. Mon cœur se serrait, comme si chaque battement portait un mélange de peur et d'espoir. Même si elle n'avait plus jamais de contact avec CIO, connaître la vérité serait un moyen de se libérer de l'ombre du doute qui la suivait depuis une décennie entière. Le processus a été rapide et, contrairement à ce que j'imaginais, indolore. Lorsqu'il a quitté la clinique avec ses enfants, il a levé les yeux vers le ciel nuageux et a ressenti un étrange sentiment de soulagement. Quelque chose était sur le point de changer, et même sans savoir exactement quoi, elle était prête à affronter tout ce qui arriverait, à condition que la vérité vienne avec. 2 semaines plus tard, Elena a été appelée à revenir à la clinique. La salle d'attente semblait plus calme que jamais. Lorsqu'elle a été appelée, elle s'est dirigée vers le bureau avec les mains tremblantes. Rebecca l'accueillit avec un léger sourire, mais son regard révéla l'importance du moment. Sur la table, l'enveloppe blanche avec les résultats des tests génétiques. Le médecin a expliqué calmement les termes, soulignant que les tests ont confirmé la maternité d'Elena avec 99,9% de certitude, comme prévu. Ce qui a eu le plus d'impact a été l'autre résultat. CIO était, en fait, le père biologique des triplés. Il n'y avait pas de place pour le doute, il n'y avait ni tromperie ni trahison. La science disait maintenant ce que le cœur d'Elena avait toujours su. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Il ne s'agissait pas seulement d'émotion, mais de soulagement, de colère refoulée, d'épuisement. Pendant tant d'années, elle a été accusée, rejetée, repoussée. Maintenant, enfin, il avait la preuve concrète qu'il n'avait jamais menti, qu'il était innocent et que tout ce qu'il avait vécu n'était rien de plus qu'une erreur brutale alimentée par des préjugés. Cette nuit-là, Elena n'arrivait pas à dormir. Allongée entre ses enfants, elle observait chacun d'eux avec une affection encore plus profonde. Il savait que la vérité était désormais de son côté, mais il comprenait aussi que cela n'effaçait pas la souffrance qu'ils avaient vécue. La vérité n'était pas une gomme, c'était un phare, quelque chose qui éclairait mais ne réécrivait pas le passé. Elle pensait à CIO, le jour où il lui avait tourné le dos à l'hôpital. Il pensait à sa belle-mère, à ses amis disparus, à ses voisins qui chuchotaient. Avec le résultat en main, je pourrais le chercher, le confronter, exiger des excuses. Mais la fierté et la douleur étaient encore vives, et elle savait qu'elle avait besoin de temps avant de décider quoi faire. Le lendemain matin, il mit l'enveloppe dans le tiroir avec un dessin. Pendant qu'Elena traitait tout ce que les tests révélaient, de l'autre côté de la ville, CIO ressentait une agitation qu'il ne pouvait nommer. Bien qu'il n'ait jamais cherché à comprendre ses propres sentiments, quelque chose le rongeait depuis des années. Le doute qui semblait enfoui revenait dans de petits gestes, dans des rêves confus, dans des sourires d'enfants inconnus qui croisaient son chemin et lui rappelaient quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Un jour, poussé par une angoisse indescriptible, CIO consulta un thérapeute. C'est là, devant quelqu'un qui ne le jugeait pas, que les mots ont commencé à sortir. Il a parlé de la naissance, du rejet, de la honte, mais surtout du doute qui ne l'a jamais laissé en paix. Le thérapeute, avec fermeté et compassion, a déclaré qu'il était impossible d'avancer sans faire face à la vérité. Et c'est cette phrase qui a planté la graine de ce qu'il ferait ensuite. Il a décidé de chercher des réponses. Il a contacté la maternité, a consulté d'anciens dossiers, a fouillé dans des documents et a finalement trouvé le nom du médecin qui avait soigné Elena il y a des années. Grâce à ses contacts, il a pu rejoindre la clinique où travaillait Rebecca. Quand il l'a cherchée, il a trouvé un pont. Elle a non seulement confirmé l'histoire d'Elena, mais a également fourni une copie du test génétique. CIO est parti de là avec les mains moites et le cœur brisé. Quelques jours passèrent avant que CIO ne trouve le courage d'aller voir Elena. Il avait l'adresse écrite, mais il hésitait comme quelqu'un qui porte le poids d'une vieille culpabilité. Un samedi ensoleillé, il prit un bus et marcha dans les rues simples, jusqu'à ce qu'il aperçoive une maison avec une façade modeste, mais avec des pots de fleurs à la fenêtre et des voix d'enfants en arrière-plan. Il s'arrêta devant la porte et, pendant un moment, regarda simplement. 3 enfants jouaient avec un ballon sur le trottoir. Quand l'un d'eux regarda dans sa direction et sourit, CIO sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur. Ce sourire était le sien, le même qu'il voyait sur les photos d'enfance. Ses jambes tremblaient, mais il prit une profonde inspiration. C'est à ce moment-là qu'Elena apparut à la porte, tenant une serviette dans ses mains et fronçant les sourcils en le reconnaissant. Le temps s'est arrêté. Aucun mot n'a été prononcé immédiatement. CIO a simplement tendu l'enveloppe qu'il portait. Elena le prit avec des mains tremblantes, l'ouvrit lentement et vit l'examen et une lettre manuscrite.
Il y eut un silence pendant qu'elle lisait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son expression était sereine. Elle se tenait devant l'homme qui l'avait laissée seule pendant une décennie, et maintenant il venait ici, non pas pour revendiquer, mais pour reconnaître. Elena n'a rien dit. Il s'éloigna simplement du portail et regarda ses enfants qui couraient. Ils l'entourèrent de leurs câlins, et l'un d'eux désigna Seayo avec curiosité. Elle s'agenouilla, les regarda affectueusement et, dans un geste qui en disait plus que des mots, désigna l'homme en face d'elle. Les garçons, curieux et innocents, s'approchèrent naturellement. Seayo s'agenouilla également, sentant les larmes surmonter sa honte. Les enfants étaient là, à portée de main, et ils n'avaient pas besoin d'explication, juste de présence. Lorsque l'homme plus âgé toucha son épaule et sourit, Caius s'effondra. Il sentit que la douleur de 10 ans disparaissait avec ce contact, et que quelque chose de nouveau commençait là, encore fragile, mais réel. Elena regarda la scène avec le cœur lourd. Ce n'était pas facile de voir tout se réorganiser. Mais quand il a vu ses enfants serrer leur père dans ses bras, il a compris que peut-être la vie offrait une chance de guérison, non seulement pour Seayo, mais pour tout le monde. Car peu importe la profondeur de l'abîme, l'amour que ressentaient les enfants était un pont suffisamment solide pour le traverser. Dans les jours qui suivirent, Elena resta prudente. Cela n'a pas ouvert toutes les portes, mais cela ne les a pas fermées non plus. Seayo a commencé à rendre visite à ses enfants petit à petit, en participant à de petites routines, en aidant aux tâches, en essayant de les connaître sans se précipiter. Il n'a pas demandé pardon avec des mots, mais avec des actes quotidiens qui montraient qu'il était prêt à reconstruire, brique par brique, la relation avec eux. Pour Elena, chaque nouveau geste était un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement de voir les enfants heureux de la présence de leur père. La douleur de se rappeler que pendant de nombreuses années, elle était seule dans ce même effort. Mais elle savait que lui refuser cette possibilité reviendrait à refuser à ses enfants quelque chose qu'ils commençaient à désirer, un père présent. Quand elle vit les triplés courir dans la cour, rire et appeler Seayo naturellement, Elena comprit que la guérison ne venait pas de la vengeance, mais de la justice et du temps. Cette rencontre avait semé la graine d'une nouvelle histoire, une histoire qui portait encore des cicatrices, mais aussi de l'espoir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle s'est autorisée à croire que quelque chose de bon pouvait encore fleurir. Alors que la routine de la nouvelle phase de la famille s'établissait, une découverte inattendue se produisit hors de vue. Donna Vanda, la mère de Seayo, vivait recluse depuis la naissance des triplés. Il n'a plus jamais cherché Elena ni ses petits-enfants et a évité le sujet comme quelqu'un qui fuit un miroir. Mais les répercussions des retrouvailles ont commencé à l'inquiéter. Seule à la maison, elle fouillait dans de vieux albums, des lettres et des souvenirs à la recherche de quelque chose qui l'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. C'est lors de ce rangement qu'il a trouvé, à l'intérieur d'un carton oublié en haut du placard, une enveloppe jaunie à l'écriture familière. C'était une lettre de sa mère décédée, écrite il y a des décennies. Le contenu de la lettre parlait d'une relation secrète qu'elle avait eue avec un homme d'origine européenne, aux traits africains frappants. La relation avait été cachée à la famille et s'était terminée brusquement, mais elle a laissé des indices montrant que cette lignée était toujours vivante. La lettre était accompagnée d'un ancien test génétique, effectué par curiosité des années auparavant, qui indiquait la présence de traits génétiques d'origine africaine dans la lignée maternelle. Vanda sentit le sol céder sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait jugé, tout ce dont elle accusait Elena, aurait pu venir de sa propre famille. Cela a remué sa conscience, et pour la première fois depuis des années, il a eu honte non seulement de l'injustice, mais aussi de l'ignorance. Le lendemain, sans prévenir, Vanda chercha Seayo. Il lui tendit l'enveloppe avec les mains tremblantes et les yeux baissés. Seayo, essayant encore de réorganiser ses propres sentiments, ouvrit soigneusement la lettre et la lut en silence. À chaque ligne, son visage changeait. Cette lettre a tout changé. Non seulement cela expliquait le trait génétique possible hérité par leurs enfants, mais cela révélait l'erreur commise par tout le monde. Seayo a apporté l'enveloppe à Elena. Elle l'a reçue avec un mélange de méfiance et de sérénité. Lorsqu'il a lu la lettre, une boule s'est formée dans sa gorge. La douleur que je ressentais depuis l'accouchement semblait enfin avoir un sens. Le gène que tout le monde pensait impossible était là, caché dans l'histoire de la famille même qui l'avait expulsé. Pendant un instant, le poids d'années d'injustice est devenu encore plus insupportable. Mais Hélène, même face à cette révélation, est restée ferme. La vérité n'a pas apporté de soulagement immédiat, mais elle a offert une certaine compréhension. Cela n'a pas effacé le passé, mais cela a éclairé le chemin à suivre. Et à ce moment-là,
Elle a su que ce qu'elle ferait de cette information définirait l'avenir, pas seulement le sien, mais aussi celui de ses enfants. Dans les jours qui suivirent, Seayo ne put contenir l'envie de rendre cette vérité publique. Il a décidé d'écrire une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Elle a raconté ce qui s'était passé 10 ans plus tôt, a admis ses erreurs, a exposé la découverte génétique et a demandé pardon, non seulement à Elena, mais à toutes les femmes qui, comme elle, avaient été injustement jugées pour quelque chose qu'elles ne comprenaient pas. La répercussion a été immédiate. Des milliers de personnes ont partagé la publication, commentant avec des histoires similaires ou la remerciant pour son courage et son humilité. Elena, réticente au début, a compris que laisser l'histoire éclater au grand jour pourrait aider d'autres femmes. Elle a ensuite écrit, avec des mots fermes mais compatissants, racontant sa version et soulignant l'importance de ne pas se juger par son apparence. Le couple, encore distant sur le plan romantique, a commencé à être recherché par des émissions de télévision, des médias et même des chercheurs intéressés par le cas génétique. Mais Hélène a posé une condition. Si elle parlait, ce serait avec un but précis. Et ainsi, les invitations ont commencé à se transformer en conférences, en entretiens émotionnels et même en débats publics sur la génétique, les préjugés et la justice sociale. Au fil du temps, l'affaire a pris de plus en plus d'ampleur. Une université a proposé à la famille une étude approfondie de la lignée génétique qui a révélé des liens avec de multiples origines, notamment africaines, européennes et autochtones. Cette découverte a renforcé la complexité de l'ADN brésilien et a prouvé, avec des données, que les traits physiques ne définissent pas les liens familiaux ou l'identité. L'histoire a commencé à être utilisée comme matériel pédagogique dans les écoles et les universités. Elena et Seayo ont été invités à participer à des projets éducatifs. Les triplés, autrefois jugés sur leur apparence, étaient désormais célébrés comme des symboles de dépassement. Et Elena, qui avait été expulsée seule avec 3 bébés dans les bras, était désormais reconnue comme une mère qui a défié les préjugés avec courage et vérité. Il y avait cependant des blessures qui ne pouvaient pas être guéries par des applaudissements. Il y avait des nuits où Elena pleurait encore en silence. Mais en regardant ses enfants, qui grandissaient désormais avec estime de soi et fierté de ce qu'ils étaient, elle a compris que cela valait la peine de résister. L'héritage qu'ils portaient n'était pas seulement génétique. C'était l'histoire d'une mère qui n'a jamais renoncé à se battre pour la vérité. Alors que le pays était attentif à son histoire, Elena s'est retrouvée confrontée à une nouvelle réalité. D'une femme rejetée et discréditée, elle est devenue un symbole de résilience et de justice. Mais elle n'a jamais recherché la célébrité, seulement la dignité. Lorsqu'une ONG internationale l'a contactée pour lui proposer de l'aider à transformer son expérience en un projet social, Elena a vu une opportunité de faire de sa douleur quelque chose de plus grand. Elle a créé, avec le soutien d'éducateurs et de psychologues, un centre communautaire destiné aux mères célibataires victimes d'abandon et de préjugés. L'espace offrait des conseils juridiques, un soutien psychologique et des ateliers éducatifs. Chaque jour, de nouvelles femmes apparaissent, racontant des histoires similaires, dont beaucoup sont réduites au silence pendant des années. Ce qu'Elena a construit n'était pas seulement une maison, mais un abri pour les âmes blessées. Pendant ce temps, Seayo, poussé par sa propre transformation, a commencé un projet de paternité responsable. Il a visité des écoles, des communautés et des centres culturels pour parler à d'autres hommes des conséquences de la négligence, de l'ignorance et des jugements hâtifs. Les retrouvailles avec ses enfants ont éveillé en lui un sentiment de mission. Je voulais en quelque sorte empêcher les autres de faire la même erreur. La presse, qui jusque-là n'avait fait que rapporter l'histoire, a commencé à suivre l'impact de ce qui lui avait été fait. Les rapports ont montré que des mères étaient réintégrées dans leur famille, des pères cherchaient à renouer avec des enfants rejetés et une société qui commençait lentement à voir les erreurs qu'elle avait commises. L'affaire est devenue un documentaire, présenté dans des festivals internationaux, émouvant des publics de différentes cultures. Lors d'un événement à Brasilia, Elena a reçu un prix du ministère de l'Éducation pour sa contribution à la lutte contre les préjugés structurels dans les écoles. Sur scène, avec les triplés à ses côtés, elle a prononcé un discours simple et direct. Il n'a pas demandé justice, ni vengeance. Il a simplement dit qu'il espérait que personne d'autre n'aurait à prouver sa vérité en se basant sur la couleur de peau de son enfant. Les triplés, désormais adolescents, ont commencé à comprendre la dimension de l'histoire qu'ils portaient. À l'école, ils ont commencé à être respectés et ont même été invités à des cercles de conversation sur l'identité et la famille. Ils perpétuèrent fièrement l'héritage de leur mère, mais ils savaient que cette reconnaissance avait été obtenue au prix de beaucoup de souffrances. C'est pourquoi ils ont toujours parlé avec sensibilité, conscients que leur voix pouvait guérir d'autres douleurs.
Le rapprochement avec Donna Wanda fut lent, mais inévitable. La femme qui était autrefois à la tête du rejet voyait désormais chez ses petits-enfants la beauté de la vérité qu'elle refusait de voir. Elle demanda pardon à Helena d'une manière simple, presque timide, reconnaissant combien l'orgueil l'avait aveuglée. Hélène, à son tour, tendit la main non pas par faiblesse, mais par force. J'ai compris que pardonner, c'était donner à mes enfants l'exemple que l'amour est plus puissant que le ressentiment. Donna Wanda a commencé à fréquenter le centre communautaire, où elle aidait à prendre soin des enfants et écouter des histoires qui la touchaient. Il a commencé à raconter les siennes, admettant publiquement que les préjugés peuvent habiter même ceux qui prétendent aimer. Au fil du temps, elle est devenue une référence pour d'autres femmes plus âgées qui portaient un sentiment de culpabilité silencieux. Les blessures du passé existaient encore, mais elles servaient désormais de marque d'un chemin parcouru avec courage. La famille, petit à petit, s'est reconstruite avec de nouveaux piliers, la vérité, l'empathie et l'engagement. Helena n'idéalisait pas l'avenir, mais elle savait qu'avec ses enfants à ses côtés et avec un cœur clair, elle pourrait affronter tout ce qui pourrait arriver. Lors d'une journée symbolique, les triplés ont lancé une chaîne sur les réseaux sociaux avec le nom qu'ils ont choisi pour eux-mêmes, 3 cœurs et une vérité. Dans la première vidéo, ils ont simplement raconté ce que c'était que de grandir en étant différents et comment l'amour de leur mère leur a fait comprendre que la valeur d'une famille réside dans le courage de rester, et non dans la couleur de leur peau. La vidéo est devenue virale. Des milliers de jeunes ont commenté la façon dont cette histoire leur a permis de mieux comprendre leur propre famille. Helena est apparue à la fin de l'enregistrement, émue, sans grand discours, disant simplement que l'amour, lorsqu'il est vrai, trouve toujours un moyen de gagner. C'était la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle étape. Le passé de douleur s'est transformé en un héritage de lumière. La femme qui quittait autrefois l'hôpital seule avec 3 bébés dans les bras marchait désormais avec eux, main dans la main, non seulement dans les rues de la ville, mais aussi dans les couloirs de l'histoire. Et à chaque pas, un nouveau message résonnait. La vérité peut être rejetée pendant un temps, mais un jour, elle surgira. Et quand il s'élève, il transforme tout. Pour regarder la prochaine histoire qui vous fera verser des larmes, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.